espèce de crédit scientifique. J'étais le premier à proposer ici à Nancy, en France, euh, la thérapie cellulaire cardiaque. Et dans la vie, je pense qu'il faut qu'on puisse avoir l'amour des choses. Ma vie, elle a toujours été un challenge. Et puis je vois dans les gestes chirurgicaux une certaine musicalité. Salut à tous, bienvenue sur le podcast Au Microscope. Donc je me présente, enfin on fait tout le temps ça, mais peut-être qu'on n'a plus besoin. Mais donc je m'appelle Yanis, je suis étudiant en troisième année de médecine et VP projet au TCN. Et donc, Ouais, pareil, je m'appelle Kiski, idem, troisième année en médecine à Nancy et vice-présidente chargée des projets au TCL. voilà. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'être avec le professeur Tran. Donc merci beaucoup d'être ici avec nous. Est-ce que Merci Yanis, merci Dixie. vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, Nguyen Tran, je suis enseignant-chercheur, professeur en physiologie à la faculté de médecine et je co-dirige également l'école de chirurgie de Nancy, Lorraine. OK, parfait. Ma première question serait de vous poser, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir, la médecine et plus particulièrement la pharmacologie comme carrière? Est-ce que vous avez toujours voulu faire ça? Alors je vais vous surprendre, euh, je n'ai pas de plan de carrière et donc j'ai pas de vision du métier. Mmh. Très tôt, en fait, j'étais toujours attiré par des envies plutôt que des métiers. Mmh. D'accord? J'ai pas, quand j'étais enfant ou même adolescent ou même maintenant, j'ai jamais pensé que je serais médecin, pharmacien ou dentiste ou littéraire, écrivain. En fait, j'ai toujours voulu développer très très tôt euh, des envies de comprendre, de la curiosité, etc. Et ce qui m'a emmené, à un moment donné de ma vie universitaire, à dire, tiens, j'avais envie de comprendre comment on peut soigner. J'ai appris la pharmacologie. À l'époque, c'était l'effet des médicaments, comment les médicaments peuvent agir sur le corps, etc. Et c'est comme ça que j'ai pris par la suite une carrière, je dirais, de physiologie et puis de pharmacologie. Mais, OK. et qui m'a emmené ensuite à avoir le poste d'assistant en biochimie, biologiste donc, et puis ensuite maintenant comme vous savez, voilà, en physiologie, professeur en physiologie. Ok, OK. ok. Et y a-t-il eu un moment déterminant ou une personne en particulier qui a influencé votre choix de faire des études plus axées santé, comme vous l'avez dit, avec la pharmacologie, la biologie? Oui, 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 ça je peux le dire et je tiens aussi à le remercier publiquement aujourd'hui. En fait, la vie, elle est faite de rencontres. Euh, le choix déterminant, vous savez, c'est comme toujours, hein, le bateau, on est comme tous des bateaux lancés dans l'eau et à un moment donné, bah, il y a un petit coup de vent et puis finalement la destination, elle change complètement. Et c'est comme ça, ma vie était toujours été comme ça. Quand j'étais jeune étudiant euh, au fin fond de la classe, de l'amphi, à me morfondre comme tous, hein, dans cette espèce de vide d'avenir et voilà, de crainte. J'ai eu la chance de croiser professeur Davramil, qui était mon professeur de physiologie. Mmh. Et je ne sais pas pourquoi, il a pris une espèce d'amitié pour moi et il m'avait tout simplement invité à discuter avec lui. Et rien que ça, je crois que c'est la possibilité qu'on m'avait offert à l'époque. Vous savez, maintenant vous avez le rapport assez facile avec le corps enseignant, les professeurs. De mon temps, c'est vraiment des maîtres. Voilà, on avait toujours cette peur de les rencontrer, discuter. Et ce monsieur m'avait donné la possibilité d'échanger avec lui. Et très jeune, cette ouverture euh, l'esprit qui m'a commencé à me propulser, hein. Il m'avait rien imposé, juste me donner l'envie de réfléchir. Ah ben, ça a changé ma vie.
Et Mmh. donc j'ai choisi physiologie par, amitié et puis, par respect pour lui. OK. C'est vraiment un super beau parcours. Magnifique, ouais, ouais. Et puis si on revient un petit peu sur votre formation, académique, comment elle s'est déroulée? Que ce soit au collège, au lycée, à l'université, enfin comment ça s'est passé? Est-ce que vous étiez bonne élève? Alors, j'ai une j'ai un parcours, relativement, conventionnel, bon, hein, comme nous tous. C'est-à-dire à un moment donné, la pression, sociale, sociétale, familiale ou l'environnement prédé prédétermine quelque part ce que vous voulez faire. On est d'accord, hein? Mmh. Dès l'enfance, collège, lycée, on va dire: «Voilà, il vaut mieux que tu fasses ci, tu fasses ça», quelque part, voilà. Donc c'est un chemin qui est quelque part, heu, montré ou, déjà, des repères, mis par les autres, Mmh. hein. Mmh. Heu, voilà, donc j'ai fait, mes collèges, lycées, en Meuse, Mmh. hein, à Verdun. OK. Et voilà, donc j'ai passé d'excellents moments là-bas et puis ensuite, on y reviendra, mais à l'époque, je voulais faire de la musique plutôt. J'étais très bon élève, jusqu'à, je dirais, seconde et puis ensuite, j'étais, entre guillemets, hein, pardonnez-moi, mais perdu dans la musique parce que c'était une des seules façons pour que je puisse, accéder à l'autre facilement. Parce que comme j'étais timide, la musique me permet, voilà, d'accéder, à un cercle amical, beaucoup plus grand, voilà. Et que après je voulais faire la musique et puis à un moment donné, heu, il fallait, revenir un petit peu, comme on dit, à la raison et voilà, j'ai embrassé par la suite une carrière, scientifique médicale, jusqu'au, doctorat de pharmacologie. Vous faisiez quoi comme, musique? Enfin, est-ce que vous faisiez un instrument particulier? Est-ce que vous chantez? Oui, oui, en fait, je suis plutôt, guitariste, Mmh. chanteur, hein. J'avais un groupe, de musique à l'époque, on n'aurait pas dû l'appeler comme ça parce qu'on l'a appelé «L'étoile filante». Donc, ça filait tellement vite, vous voyez? Mais ce que vous venez de dire, c'est très intéressant. C'est vrai que, dans le temps, comme vous, hein, on a partagé cette doute, Mmh. intense entre la musique et la médecine ou un métier. Vous voyez? La musique, c'est pas un métier. Or, c'est ça que, avec le temps, je pense qu'en fait, c'est qu'on a mis dans nos têtes, Mmh. Mmh. d'accord? Très tôt, on nous a parlé de métiers et des envies. Mmh. Alors c'est pour ça qu'au départ, je commençais à dire qu'en fait, ma vie était guidée par l'envie et pas le métier. Et puis ensuite, une fois qu'on a l'envie et qu'on perfectionne, après, certains métiers peuvent répondre à cette envie. Mmh. Et là, ça cadre. Mmh. C'est pour ça que ça nous a imposé beaucoup de moments de doute. Mais je pense que ceux qui ont de l'envie très forte pour la musique, après, ils sont devenus de très grands musiciens. Mmh. Vous voyez? Il peut y arriver. Il n'y a Mmh. pas de problème. Mais c'est parce qu'ils sont guidés par ce qu'on appelle le feu sacré, Mmh. l'envie très forte. Nous, on était peut-être, un peu moyens. Enfin, moi, je parle de mon cas, en musique et à un moment donné, je me dis: «Ouh, heu, il y a un parcours structuré qui va vous donner une destination, Mmh. finale qui est un métier». Et puis il y a un parcours où, il y a beaucoup de liberté, mais il faut une foi très, très forte et peut-être qu'à l'époque, jeune, on n'avait pas suffisamment cette foi aussi intense, C'est ça, qu'on voudrait. C'est ça. Mais si on a une foi très forte, on peut y arriver. c'est On exact. va revenir sur le fait que vous avez été nommé, docteur en sciences avec mention, pharmacologie. On a pu le voir et vous avez réalisé 2 DU, en chirurgie expérimentale et en expérimentation animale. Donc d'où vous vient cet attrait pour la chirurgie? Est-ce une passion refoulée ou une véritable découverte lors de votre exercice? Alors, c'est une très bonne question. C'est une très, très bonne, question et que moi-même, j'arrive pas à départager. Je pense que j'avais, déjà, comme je disais, cette soif d'apprendre et que je pense qu'à un moment voilà, rien n'est prédéterminé et par des concours de circonstances, on arrive
à voilà, à choisir une voie ou une autre. La chirurgie, pour moi, j'aimais beaucoup. Enfin, j'aime toujours, à l'époque, hein, en tout cas, hein, c'était, le côté manuel Mmh. et comme je suis très manuel, j'aime bien, voilà et puis je vois dans les gestes chirurgicaux une certaine musicalité, d'accord? C'est moi qui dis ça, hein, vous êtes pas obligé de me Mmh. croire, mais la chirurgie pour moi, c'est ça. C'est toute une musicalité dans les gestes et le chirurgien se positionne à la fois comme un soliste, mais en même temps un chef d'orchestre. Voyez? Ouais, ouais. Un soliste pour réaliser le geste fin et puis en même temps le chef d'orchestre parce que par ses gestes, par son regard, par oui, son timing Mmh. va donner la symphonie dans un bloc opératoire et heu et c'est ça qui m'a attiré et pour revenir côté de musique et j'entends réellement la musique quand je fais ça. Et donc ça me permet donc, d'une part, de répondre à une autre soif Mmh. qui était, la recherche. Donc c'est pour ça que je passais des diplômes pour pouvoir appréhender l'animal comme un sujet de recherche, pour l'homme et on y reviendra pour ma passion pour l'animal et puis de l'autre côté, la chirurgie expérimentale pour apprendre à réaliser des gestes chirurgicaux et cetera et puis de développer donc des nouvelles techniques chirurgicales Mmh. et je suis, moi-même maintenant responsable d'un DU de chirurgie expérimentale que l'on dispense ici à l'école OK. de chirurgie. La boucle est bouclée, quoi. Ah ça il a fait un DU pour après faire Bravo, passer des DU. Non, c'est vrai, mais c'est c'est génial. ouais. Ah, J'aimerais revenir sur un point, donc vous avez été, directeur adjoint du Collégium Santé. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste et ce que cette expérience vous a apporté? Oui, en fait, c'était en 2014. L'université de Lorraine, se transforme, d'accord? Avant, vous avez, des facultés et puis vous avez l'université et l'université trouvait que c'était, le lien, est un petit peu trop disparate. Donc l'université avait créé, donc je dirais, des strates, heu, je qui intermédiaires. Heu, le Collégium Santé regroupe toutes les facultés, de près ou de loin avec la santé, la faculté de médecine, pharmacie, odontologie et la faculté des sports, pour la santé, générale. Et ça permet donc d'harmoniser les liens entre les uns et les autres et puis avoir une politique donc de formation, une politique aussi de carrière, de poste, d'échange, d'interaction ensemble. C'est comme ça que j'ai été élu directeur adjoint de ce collégium santé pendant 5 ans, 6 ans. Et ce que j'ai appris, heu, comme c'était au début, donc vous voyez quand vous rassemblez les gens, il y a toujours donc beaucoup de 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 complications, je dirais, hein, de tensions, mmh, parce que les gens, marchaient bien, ça marchait bien à la faculté de médecine, ça marchait bien à la faculté de pharmacie, donc voilà, on n'aime pas trop non plus, vous voyez, se mélanger et cetera. Donc beaucoup d'écoute. Ce que j'ai appris, pendant cette période, c'est beaucoup d'écoute. mmh, Énormément d'écoute, pour mieux comprendre, les besoins, les attentes des uns et des autres et puis ensuite, harmoniser, donc la formation, le développement de nouvelles pédagogies qui peut servir à la fois à la médecine, mais aussi à la faculté d'odontologie ou autre et cetera. C'est difficile, mais on arrive avec des concertations, des discussions, mais beaucoup d'écoute, oui, Mmh. absolument. mmh, Pour vous, le moyen pour, sortir d'une situation un peu conflictuelle où les personnes ne vont pas se comprendre, c'est, ben, de prendre le temps et d'écouter, enfin, ça a été pour vous, Oui, la manière de OK, oui, manière de oui, mais faire. je crois que j'ai appris beaucoup ça Ouais. et mmh, j'ai appris ça aussi avec l'humain. Je mmh, crois que c'est comme ça parce que souvent on a une idée, on sait que voilà, et on on peut avoir des solutions rapides et j'ai appris aussi que parfois avoir une bonne solution trop rapidement exécutée devient une mauvaise solution. mmh, D'accord? Mmh. C'est-à-dire, en fait, quand en médecine, c'est pareil.
quand vous avez un très bon médicament, que vous donnez à un patient qui est un peu réfractaire, l'effet escompté n'est pas, ce Mmh. que vous recherchez. Parfois, vous avez un geste, chirurgical ou thérapeutique un peu moyen, disons, mais que les gens, qui reçoivent ça, bah, ils épousent complètement votre votre discours, votre façon de faire. L'effet est mieux ressorti. Mmh. Voilà, j'ai appris ça et ça permet de réduire, si vous voulez, aussi l'ego. Parce que l'ego, c'est parfois, voilà, j'ai une idée, je sais ce qu'il faut faire et je vois la solution et la Mmh. bonne. Sauf que, la façon de faire, parfois un petit peu lapidaire, un peu rapide, sans trop concertation, sans trop explication, bah, devient une mauvaise solution. Oui. Aussi, vous êtes membre, du comité éthique, de Lorraine, depuis un un bon temps maintenant. Déjà pour mettre un petit peu les bases, en quoi consiste, ce comité? Alors, le comité d'éthique, c'était en fait, développé dans les années 2012 à partir de là. Parce qu'avant, si vous voulez, il y avait, le travail de recherche. Le travail de recherche, vous savez très bien, c'est sur les modèles animaux, d'accord? Tout type d'animaux, hein, mais le plus souvent, c'est des souris, des rats, Mmh. et puis vous avez d'autres centres de recherche très spécifiques où ils travaillent sur les chiens, les chats, les babouins, enfin bref. D'accord? Ici, donc, on fait que des chats et on fait pas, on fait que des rats, des souris. Mais jusqu'alors, alors c'est très important de faire un rappel là, l'animal était considéré comme un sujet Mmh. d'étude. Or, ça, pour remonter un petit peu plus loin, heu, c'est pour ça que je prends fait et cause pour les animaux. Les animaux dans le temps, jusqu'à 12e, 13e siècle, partout dans le monde, étaient considérés comme l'enfant de Dieu, Mmh. pour parler du côté, religieux Mmh. ou philosophique, dans d'autres, pays, étaient considérés comme des êtres doués, de sensibilité. C'était entre, dans la culture bouddhiste, c'est des réincarnations, Mmh. progressives de l'homme et cetera. Vous voyez? Donc, Mmh. et dans la culture, judéo-chrétienne, c'était, l'enfant de Dieu, la création de Dieu. Et puis depuis, 13e siècle, avec l'avènement en Europe de la science et surtout du concept qui était, le développement humain, la compréhension de l'humain. L'humanisme est l'humain d'abord, Mmh. d'accord? Mmh. C'est le bien-être humain qui a été propulsé et qui a, en même temps, réduire la vision des autres formes de vie, Mmh. les animaux, la nature, comme secondaires. Et c'est comme ça qu'en Europe, en France, même jusqu'à il n'y a pas longtemps, les animaux étaient considérés comme des meubles. Ça, faut Mmh. savoir ça. À l'époque, jusqu'à encore quelques années, si vous divorcez, si vous avez un chien, un chat, la division était une division comme un meuble. Oui. D'accord? Et donc, cette situation soulevait beaucoup de questions éthiques d'usage des animaux. À partir de là, dans les années 2010, en France, mais ailleurs c'était un petit peu plus tôt, des comités qui permet donc de revoir toutes les études expérimentaux, de dire, expérimentales, et de dire que ça c'est éthique ou pas éthique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le rendre éthique? D'accord? Donc c'est comme ça, c'est né dans ces commissions et moi je suis vraiment pour, ce genre de choses. Mmh. Effectivement OK. et puis ça fait écho du coup au DU que vous avez réalisé en Absolument. expérimentation pardon animale et puis, votre attrait je pense aussi à l'animal, au bien-être animal et tout le côté vétérinaire aussi, mais on en parlera un petit peu plus tard. Donc, est-ce que vous avez déjà été confronté vous, à un dilemme éthique ou moral difficile? Que ça soit dans votre, pratique, dans votre vie, même concernant vis-à-vis des animaux peut-être? Et si oui, est-ce qu'il a influencé votre choix du coup de rejoindre ce comité? Oui, 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 je donne un exemple, quand je suis, jeune, doctorant en pharmacologie, d'accord? On faisait beaucoup d'études de validation des médicaments sur des modèles animaux
Et à l'époque, la vision, je dirais, scientifique, c'était la statistique. Mmh. D'accord? C'était, il faut augmenter le nombre des, des sujets observés pour avoir le petit P qui sort. Mmh. D'accord? Les petites différences ici. Donc, les animaux étaient considérés, ou les sujets d'étude, hein, comme un sujet statistique. D'accord? Donc, il faut augmenter le nombre. Or, ce qu'on avait oublié à l'époque, et c'était un dilemme pour moi, qui était, vous voyez, je donne un exemple très simple. On, on donne un médicament et puis on prélevait le sang pour étudier la biodistribution du médicament, etc. Mais ce qu'on avait oublié, c'est de regarder l'état de l'animal. Mmh. Ça. On mettait, vous voyez, des cathéters qui permettent de prélever le sang, et puis on oubliait complètement ce qui est autour. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas de problème d'infection? Mmh. Est-ce que l'animal va bien? Et on prélevait le sang, et on fait seulement la correspondance entre les événements sanguins et le médicament. Vous voyez bien que tout Ouais. ce qui est autour, on n'en a rien à faire. Et moi, je trouvais ça euh, difficilement acceptable. Je ne vais pas utiliser le terme révoltant parce que je pense que c'est plutôt, oui, inacceptable. Parce qu'il fallait très très tôt, hein, c'est pour ça que nous, quand on a commencé à l'étude donc, de traitement de l'infarctus, qu'on a créé ici l'imagerie animale. À l'époque, les animaux mouraient. Je suis allé apprendre la technique au Canada, aux États-Unis. C'est toujours beaucoup de mortalité. On nous disait qu'en fait, c'est l'infarctus, le fait de créer la ligature coronaire qui tue les animaux. Donc, ils meurent à cause de l'infarctus. Et moi, je n'étais pas satisfait avec cette réflexion. Donc, ici, quand je suis rentré et j'ai développé avec mes collègues ici, on a pris les choses différemment. On a considéré le patient animal comme un vrai patient, avec tous les soins qu'on prodigue à un humain. Depuis l'anesthésie, on a changé complètement la méthodologie d'anesthésie, la méthodologie pour pouvoir faire la chirurgie mini-invasive. Et tout d'un coup, le nombre de mortalité de 50% est descendu à moins de 5%. Mmh. Vous voyez, Ouais, il n'y a rien à voir avec ça. Donc, c'est pour dire que voilà, à partir du moment qu'on considère l'animal comme un être vivant et comme l'égal de l'homme, avec les soins qu'on va mettre en place, ah ben, c'est tout autre. Mmh. Vous voyez? bien sûr. Et c'est comme ça qu'on a. Oui, c'était le dilemme éthique dans les années 2000 qui était le plus important pour moi. Mmh. On a non, j'aimerais bien revenir sur votre, étude. Je sais pas si on avait prévu. L'étude que vous avez faite, du coup, que vous avez vue sur les infarctus, on en a parlé, un ami m'en a parlé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à peu près en quoi ça consiste? Est-ce que vous avez pu, du coup, en tirer, comme conclusion? À l'époque, on est venu, donc c'est comme ça qu'on m'a accordé par la suite une espèce de crédit scientifique. J'étais le premier à proposer ici à Nancy, en France, euh, la thérapie cellulaire cardiaque. Mmh. À l'époque, dans les années 2000, vous voyez, on nous a. J'étais dedans, donc il faut dire, voilà. On, on a pensé, c'était l'avènement des cellules souches. Voilà, la cellule souche, la solution miracle qui permet donc de tout soigner par les cellules, vous mettez quelque part, donc ça régénère, d'accord? Donc quand je suis venu ici, donc j'ai proposé, parce que vous savez ce que c'est l'infarctus, hein, quand vous avez une occlusion coronaire, vous avez donc la nécrose du tissu cardiaque, et ce qui est mort est mort. Jusqu'à maintenant, même jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'y a aucune technique, aucune possibilité pour soigner un infarctus. Ce qui est mort est mort. On peut ralentir la progression, mais ce qui est mort est mort. Donc à l'époque, l'idée était simple, c'est dire on va remplacer les cellules mortes par des cellules nouvelles. Et donc on a mis en place donc des cellules souches mésenchymateuses, la culture ici, en espérant que ces cellules pouvaient régénérer.
on a fait toute une étude très importante sur les animaux, le rat, puis le cochon, heu et puis, on a montré que dans certains cas très particuliers, c'est-à-dire quand vous avez un territoire, un farci qui est encore viable, la mise en place des cellules permettait donc de récupérer, mais pas toutes. Donc, ce qui nous a permis de soigner, faire une grande étude. On était le premier, on est toujours le premier, le seul, Mmh. à implanter des cellules souches dans les myocardes de vrais patients. On a fait cette étude-là, hein, sur 14 patients, sur 2 bras comparatifs. On a démontré effectivement qu'il y avait euh, une similitude entre les résultats qu'on a observés chez les rats, le cochon et chez l'homme, c'est-à-dire que l'effet bénéfique, elle est très particulier. Elle ne peut naître que quand il y a une activité métabolique résiduelle. Et donc on a essayé de comprendre. Pour l'instant, on ne comprend pas trop, donc on a arrêté l'étude. euh, mais alors, de façon triviale, c'est un ami euh, sociologue qui m'a donné une réponse, une réflexion intéressante. Vous voyez? Il m'a dit oui, parce que je cherchais les gènes, les facteurs de croissance, enfin, tout ce que vous voulez, très compliqué. Et il m'a dit, bah oui, ce que tu es en train de faire, c'est l'immigration. Mmh. Parce que tu emmènes une cellule, des gens, d'ailleurs, à un autre endroit. C'est Mmh. l'immigration. C'est vrai. Ouais. C'est C'est très intéressant. C'est pour ça que je vous dis, dans la réflexion scientifique, il faut une ouverture d'esprit qui permet de comprendre ça. Qui semble trivial, mais c'est pas. Il dit, si tu mets des cellules dans un endroit, si tu mets des gens dans un endroit où il n'y a rien à bouffer, à manger, à boire, ils meurent tous. Mmh. Tu mets tes cellules dans un, dans un tissu nécrosé, il n'y a rien à manger, à Mmh. boire, ils meurent. L'effet, zéro. C'est pour ça que quand vous avez une région, effectivement, où il y a encore de la viabilité, Ça marche. ils peuvent vivre. Mmh. Vous comprenez? Pas Ça, trop. d'une part. Et d'autre part, c'est très intéressant parce que on nous met dans la tête, tu mets des cellules dans un endroit, il va devenir les cellules autochtones. Mmh. Et dit non, les cellules souches dont tu parles, c'est des enfants. C'est ça, hein, c'est Oui. des enfants que tu Mmh. considères plein de potentiel. C'est ça les Mmh. Oui. cellules souches. Tu fous un endroit et tu dis, comme ils ont plein de potentiel, ils peuvent être médecins, plombiers s'il faut, ils peuvent tout faire. Mmh. Oui. Sauf que quand tu mets dans un endroit, d'accord, tu mets une population dans un endroit où il n'y a que des dealers, ils finiront par devenir dealers. Mmh. Mmh. L'environnement. Oui, c'est ça. Et Mmh. c'est extraordinaire, ça m'a ouvert l'esprit et je pense que c'est ça qui, voilà. Donc pour l'instant, on, on- on est là. Mais voyez, c'est tout ça pour vous dire que voilà, la médecine, parfois on nous met dans la tête le génétique, les gènes et tout ça, et on oublie aussi d'avoir une autre vision de sociologue, et vous êtes médecin, vous devriez être de meilleurs sociologues. Mmh. Parce qu'un patient qui vient, c'est pas seulement un patient avec une pathologie, c'est que son environnement peut être aussi nocif. C'est ça. D'accord? Mmh. C'est, heu, c'est tout ça. Il faut comprendre, il faut le voir, aussi pas le patient, mais aussi dans son environnement pour pouvoir mieux comprendre d'où vient le problème. Mmh. Et dans le cadre de votre parcours professionnel, vous avez été invité, dans plusieurs universités à l'étranger, notamment en Chine, au Vietnam, aux États-Unis ou encore en Birmanie. Est-ce que vous pouvez nous raconter, comment cela a vu le jour et ce que ces expériences vous ont, apprises et les différences que vous avez pu aussi voir avec la France, du coup? Oui, très tôt, j'ai eu, la chance et très tôt, j'ai compris que ma compréhension, elle est, parcellaire et que je dois à tout prix, collaborer, discuter avec des gens très divers. Mais vraiment, dans mon cercle, heu heu, amical, j'ai des amis de toutes les horizons. Depuis le maçon, jusqu'à l'architecte, voilà, voilà, j'ai Oui. pas de filtre
Tout le monde m'apporte toujours quelque chose. Et, les collaborations internationales, c'est pareil. J'ai eu la chance de faire donc beaucoup de déplacements à l'étranger, des études, donc j'ai resté quelques mois, plus que quelques années aux États-Unis, au Canada, au Danemark, etc. Et j'ai vu les approches différentes. Pour une question donnée, j'ai vu des approches différentes. J'ai vu des visions différentes. Et ça m'intéresse. Et pourquoi une idée, bah, quelqu'un d'autre pense différemment. Et ça m'intéresse toujours. Et, euh, et c'est pour ça que j'aime bien les symboles aussi, parce que les symboles, vous voyez, ça permet aussi de raccrocher ce que les autres amènent et que soit on emmène. Et donc là, ça me permet de voyager. Donc la collaboration avec la Chine débutait en 2003. euh, et puis, ça continue jusqu'à maintenant. J'ai beaucoup de, 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 de candidats venant de la Chine faire des thèses de chirurgie ici, etc. Donc, ça m'intéresse énormément. Birmanie, c'est quelque chose de très intéressant parce que j'ai été sollicité par une association dont j'en fais partie. C'est l'association médicale franco-asiatique et qui avait des missions un peu partout en Asie, au Vietnam, au Cambodge, au Laos et en Birmanie. Et la Birmanie, à l'époque, quand je suis allé en 2017, avait une soif de développement des écoles de chirurgie. Donc le recteur de Rangoon est venu ici. J'ai présenté le projet de l'école de chirurgie de Rangoon et j'ai participé. Et malheureusement, avec le retournement politique, hein, vous connaissez, l'école, on a pu ouvrir, pardon, la première école de chirurgie nationale de Birmanie. C'était en 2020. Et malheureusement, quelques mois après, euh, l'arrivée donc de l'agent militaire qui a tout arrêté, hein. Mais je suis très fier de ça parce que je suis artisan de cette école et je suis même nommé directeur scientifique de cette école Mmh. nationale en Birmanie. Mais bon, voilà, la politique, les soubresauts politiques, on a décidé autrement. Mais je ne perds pas l'espoir d'un jour d'y revenir. Mmh. Alors, après cette courte pause, on repart pour du coup des petites anecdotes beaucoup plus rapides et plus concises. Donc, quelle a été pour vous la meilleure année d'études? Oh, la meilleure année d'études, moi je vais vous dire la vérité, mes meilleures années d'études c'était au lycée. Absolument, c'est l'éveil, c'est le passage, vous voyez, de l'adolescence à l'âge un petit peu adulte, c'est les rencontres humaines, c'est, voilà, relations amoureuses, voilà, c'est meilleures études. Après, j'ai des études universitaires. Non, j'ai pas de... Ouais. Mais j'allais demander à contrario la pire année d'études. Bah, c'est ça. C'est Ouais, je crois, c'est pendant les 3 premières années universitaires, j'étais en pilote automatique. ouais, c'était. Ah, ouais. On Ok, comprend, on ouais, comprend. ça. Quelle a été votre pire gaffe? Soit en tant que professeur, soit lors de tout ce En que vous chirurgie avez pu faire, ouais, robotique. c'est ça. Gaffe, je ne suis pas très gaffeur en général. Euh, non, j'ai pas de souvenir de gaffe où Ok, oui, j'étais à disposer, non. Ok, tant mieux, ouais, tant ouais, mieux tant mieux, pour vous. c'est vrai. Et quel est le moment le plus marquant ou un moment marquant de votre parcours? Le moment marquant, alors j'en ai un qui a complètement changé en fait ma vision des choses. C'était quand je préparais mon doctorat. Par challenge, j'avais un chef, un directeur qui était très difficile. Et pour me challenger, il m'a envoyé apprendre 2 techniques différentes en un laps de temps très court. Et ce moment-là de challenge,
finalement m'a ravivé à la fois mon envie donc de défi et puis ma soif d'apprendre et en même temps grâce à la qualité relationnelle que j'avais toujours développée, j'ai réussi à le faire dans un laps de temps très court. Et ça, oui, ça c'était le déclic qui m'a permis de comprendre que pour avancer, un, il faut des challenges constamment. Et de deux, il faut toujours une qualité relationnelle extraordinaire. Mmh. Voilà. C'est là vraiment le moment vraiment qui marque le début de toute une approche que je dois, je devrais et je toujours suivre. OK. 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 Moi, je vais reprendre encore le la Ouais, flambeau. ouais, sinon, Encore quelque chose, comme ça, mais quelle a été la situation la plus gênante ou la pire honte pour vous dans votre parcours? Ah oui, oui, j'en ai beaucoup. Alors là, j'en ai beaucoup. OK. J'en ai beaucoup. J'en ai une en particulier. C'est vraiment une honte qui me poursuit, mais après, j'ai eu plutôt une tendresse. Euh, J'étais invité à participer au 50e anniversaire de la transplantation cardiaque. C'est un grand événement à Paris. Et en plus, j'étais sélectionné. Il y avait très peu de gens qui parlaient, donc j'étais sélectionné pour parler donc, de la thérapie cellulaire cardiaque, etc. Et donc j'étais tellement confiant. J'habitais un petit peu plus loin donc, du palais de congrès. Donc il y avait toutes les ténors de la chirurgie cardiaque mondiale. Ténors, voilà, ça ne manquait aucun. Et, euh, et donc j'arrivais en retard à ma présentation. Donc Paris, j'étais tellement confiant. Le matin, donc j'arrivais, pas en retard, j'arrivais en courant. J'étais en sueur et j'arrivais juste à aller 30 secondes avant de monter sur scène. Et donc quand vous êtes arrivé, en plus il y avait des écrans partout, des grands écrans partout dans un grand amphi où on voyait votre image. Et quand je commençais à voir mon image apparaître, défait, Ah, bah oui. défait en sueur, défait. Et puis en plus, vous voyez comme quoi il faut être toujours simple. J'avais répété pendant toute une semaine, en particulier en imaginant que la scène est à droite et que tout mon ordinateur est à gauche. Et le jour J, c'est l'inverse. Et donc, vous voyez, toute la séquence comportementale, elle change. Rien que ça. Et je bafouillais. Je bafouillais, donc il fallait parler en anglais. Je bafouillais, enfin, et je parlais, j'arrivais pas à respirer. Et donc je voyais, en plus en premier rang, il n'y a que de mes maîtres, donc des gens. Et donc ils étaient bienveillants, je le voyais, avec des gestes comme ça pour m'aider à respirer, etc. Et le pire, c'était la honte de ma vie. C'était la honte, mais bon, après on rigole, mais voilà, c'était la pire honte. Donc, Faut être fort pour le C'est vrai vivre. qu'il faut être fort pour le vivre et Faut être fort mentalement. Et après, vous êtes allé jusqu'à la fin de la oui, oui, je présentation suis allé et à la ouais, fin, mais je vous assure que c'était compliqué. à la fin, c'était compliqué, quoi. c'est C'est-à-dire, une longue présentation, je pense c'est que long, c'est pas 45 minutes. Ah oui. Et je pense au bout de 10 minutes, je dis, mais je vais mourir. Ouais, ouais, ça, ouais. Je pense qu'on les sent passer les 45 minutes Je aussi. dis, La je vais sueur. mourir. Ouais. Mais bon, petit à petit, et puis après, vers la fin, quelques réflexes, vieux réflexes revient finalement. Mais, mais le stress, l'importance, on m'a tellement mis dans la tête l'importance du sujet, l'importance aussi de l'événement. C'est pour ça que oui, je dis souvent, il faut se déstresser avec ça. Parce que si on attache trop, etc., après ça devient une charge très lourde. Ça n'arrive pas. Bien sûr. Ok. Si vous n'aviez pas fait votre métier, quel métier auriez-vous fait? Oh, comme je vous ai dit précédemment, je construis ma vie sur les envies et pas de métier. Ok. J'ai pas réellement, depuis, en toute humilité, depuis tendre enfance, j'ai jamais pensé à un métier. Je pensais à des compétences. Par exemple, l'écriture, la musique. Vous voyez, il faut que je joue la musique correctement.
il faut que je chante correctement, mais voilà, je ne fais pas un métier de chanteur, je n'ai pas voulu être chanteur, ni, vous comprenez? Bien sûr. Voilà, c'est ça qui me permet donc de faire plein de choses, ce qui bon, énerve aussi, parce que voilà, on pense que je fais trop de choses, etc. Mais parce que voilà, j'ai pas de métier particulier. Mais pour répondre de façon simple, s'il y a un métier que j'aime vraiment beaucoup faire, euh, oui, c'est peut-être romancier. Voilà. Ok. C'est un métier. Ouais, Voilà. bien sûr. Ok. Ça marche. Vous en avez beaucoup, mais quel est votre talent caché? Ah, j'en ai plein. Là, pour le coup, Ouais. Je suis un très bon cuisinier. Ah, Ah en ouais, plus. voilà. Je suis un très bon cuisinier. Et en fait, j'ai trouvé dans la cuisine, et c'est pour ça que l'école de chirurgie, toutes mes collaborateurs, collaboratrices, mes amis ici, tous les lundis, il y en a un qui cuisine pour tout le monde. Ah, ok. D'accord? On a développé ça parce que je crois que dans la cuisine, il y a quelque chose de fantastique qui était déjà donc l'amour du produit. Mm. Et dans la vie, je pense qu'il faut qu'on puisse avoir l'amour des choses. D'accord? Comme en médecine, l'amour des gens, l'amour du produit. Vraiment l'amour du produit qui est bien. Voilà, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, dans la qualité de la cuisine, c'est l'ordonnance. C'est-à-dire qu'un bon cuisinier, voilà, il n'est pas bordélique, quoi. Il sait à quel moment, c'est vraiment une espèce de alchimiste, vous voyez, de mélanger les choses, etc. Voilà, donc ça c'est la créativité, le mélange des choses et le respect aussi de la procédure. Et c'est curieux, mais c'est comme ça. Hein. C'est à la fois un respect donc des mélanges, mais en même temps cette capacité donc de changer, de mélanger, C'est voilà. vrai. Et la vie maintenant, vous, la différence de la mienne, on apprend à faire un produit. Maintenant, c'est comme on disait tout à l'heure, le numérique fait que tous les produits sont sur la table. Et la différence maintenant, c'est plus d'aller chercher les produits, c'est de mélanger les produits. Voilà, c'est ça, Bien sûr. votre Ouais. qualité maintenant, à la différence de la mienne, c'est savoir comment, avec toute la richesse que vous avez sur la table, de pouvoir créer un produit qui plaît. D'accord? Et donc ça, c'est pour ça que j'aime dans la cuisine, c'est ça. C'est ce côté mélange, à un moment donné, voilà, se prend. Et puis la dernière qualité d'un grand cuisinier, c'est le partage. On ne cuisine pas Ouais, pour c'est ça. soi. Donc c'est la solidarité, c'est le partage. Et je trouve que dans la cuisine, ça regroupe tout ce que je pense à divers métiers, notamment les métiers médical, c'est ça. Ok. C'est vrai. Ouais. Il y a toutes ces valeurs qui sont ensemble. Toutes ces valeurs-là. C'est vrai que ça me fait penser à ma mère. Je fais juste une petite Ouais, parenthèse. ouais. Ma maman, bah, du coup, elle a fait un doctorat en physique quantique, et donc pareil, très dans la science, etc. Mais à côté, elle a développé tout un arc dans l'art. Elle fait de la calligraphie, elle fait du piano aussi. Elle m'a appris un peu tout ça. Mon père, un petit peu pareil. Et donc, ma mère, elle adore la cuisine, mais elle me dit la même chose. On dirait que je fais de la chimie. Oui, Je, c'est ça. je mélange des produits, ça fait des réactions, ça donne des belles choses. Et c'est vrai que c'est intéressant de retrouver ça aussi chez vous. Donc, voilà, je lui fais une petite Et, parenthèse. ouais, et en plus, il y a aussi cette fierté de dire aux gens, goûte ce que j'ai fait et de voir C'est s'ils aiment ou l'offrande. pas. Oui, Ouais, c'est l'offrande. c'est bien sûr. Dans la vie, parfois, on a oublié cette espèce d'offrande. L'offrande, c'est aussi, ça va avec la gratitude. D'accord? On offre parce que, voilà, et ça, pour moi en tout cas, c'est une valeur fondamentale de l'être humain. Quand on perd la gratitude, quand on perd cette capacité d'offrande, bah, finalement, la vie n'a plus de sens. Mm. Pour, pour moi en tout cas. Bien sûr. Ouais. Et il y a une autre anecdote. Quelle est votre plus grande fierté en dehors du fait que des gens aiment vos plats, que vous leur faites goûter? Oh, oh, ma plus grande fierté, c'est à un moment donné, vous savez, vous connaissez un petit peu ma vie, elle a toujours été un challenge. D'accord, je suis réfugié politique, j'ai vécu pendant des années, enfin, j'ai traversé des camps
de réfugié. J'ai vécu pendant des années à la DAS, etc. Voilà. Mais ma plus grande fierté, c'est de pouvoir dire à tous ces hommes, ces femmes que j'ai croisés pendant tout mon parcours, que finalement ils ont raison de, 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 de croire en moi. Et que j'ai eu la chance aussi de bénéficier, c'est ma fierté, de pouvoir bénéficier de toute cette petite touche d'amour. Comme je disais tout à l'heure, hein, je n'ai pas besoin que quelqu'un me prenne par la main. Parce que ma volonté de liberté et mon envie d'autonomie fait que je n'ai pas besoin de ça. Je pense que vous, pareil. En fait, les meilleurs gens, c'est des gens qui, par des petites touches comme ça, fait qu'on change de direction. Et le moteur, c'est toujours nous. Vous voyez ce que Bien je veux sûr. dire? Et ça, oui, oui, c'est ma Une grande fierté. fierté. Ma fierté, avec le temps, quand je reviens en arrière, par gratitude, que je rencontre tous ces gens qui m'ont, à un moment donné dans ma vie, aidé, de voir surtout le contentement dans leurs yeux. C'est-à-dire, voilà, c'est comme un paysan qu'à un moment donné, on voit un fruit avec tout le, vous voyez, qui est mûr et qui donne de la saveur, et tout d'un coup, on dit, tiens, voilà, on oublie toute la difficulté, les sueurs, les matins difficiles, etc. Et tout d'un coup, cet instant, on goûte, je dirais, au côté sucré du fruit, on oublie tout le reste. Ça, c'est la fierté totale. Le reste. Ok. C'est vrai. Et quel est votre plus beau moment en tant que, enfin en tout cas dans votre parcours, en tant que professeur, en tant que co-directeur d'école de chirurgie? Est-ce que vous avez un moment Je vous raconte une petite anecdote pour dire que voilà, ce qui me fait que je suis heureux. Euh, Récemment, je suis rentré dans l'amphi et se trouve que ce jour-là, c'était mon anniversaire. ah, Et tous les étudiants se levaient et chantaient mon anniversaire. J'avais les larmes aux yeux. Et bon, j'ai failli leur demander de refaire pour que je puisse filmer parce que si je le dis, personne ne me croit. Et ça, oui, ça c'est. Oui, voilà. Ou après un cours, que les étudiants viennent me voir, ou, etc. Voilà. Voilà, ça c'est le plaisir pur pour un. Je leur ai dit Ça, souvent, et c'est la vérité, en toute humilité, je dis voilà, je vous apprends pour que vous puissiez me dépasser le plus vite possible. Parce que c'est rien n'est, je dirais, n'est plus malheureux pour un prof, c'est de penser qu'un jour que ses étudiants ne le dépassent pas. Moi, voilà, mes étudiants, c'est comme mes enfants. J'ai toujours pensé que les enfants, il faut qu'ils me dépassent. Voilà, les étudiants, pareil. Euh, S'ils arrivent à avoir une meilleure réflexion, dépasser sur. Moi, je suis le premier heureux, homme le plus heureux du monde. Le reste. oh. Et sur magnifique. une dernière note, des beaux moments, tout ça, le plus beau moment de votre vie, si vous aviez un moment. J'en ai beaucoup. C'est J'en ai compliqué, c'est pour beaucoup. ça Je que. pourrais vous dire oui. Les meilleurs moments, la naissance de mes enfants. Voilà, c'est comme une espèce de. euh, la naissance d'un enfant, pour moi, c'est le rêve d'immortalité qui se poursuit. Voilà. Parce que dans chaque enfant, ça germe une partie de moi qui continue à vivre au-delà, jusqu'à je ne sais pas combien d'années, etc. C'est ça la vision de cette poursuite, la conservation, etc. Oui, qui fait que. Mais en tout, les meilleurs moments de ma vie, c'est toujours des moments où, vous voyez, quand je ferme les yeux, c'est pas quand. Le meilleur moment, c'est pas quand j'ai eu mon diplôme ou quand. Rien, tout ça. Le meilleur moment, c'est le premier amour. Le meilleur moment, c'est des rencontres. Voilà. C'est des petites étincelles qui fait en sorte que la vie a du sens. Voilà, c'est le meilleur moment. Le reste, voilà, les distinctions qu'on disait tout à l'heure n'ont aucun sens. Je ne me rappelle même pas, vous voyez ce que je veux dire. Le meilleur moment, c'est ça, c'est celle-là. C'est des étincelles qui fait que ça vous réveille un sens. Ok. Le reste. Et pour terminer un Oui. petit peu, si vous devez transmettre un dernier message aux futurs médecins, à nos jeunes collègues, etc., quel serait-il? Ou bien même, quel serait un conseil que vous vous donneriez à vous plus jeune? Si Ah vous... oui, alors oui, c'est une très très bonne question. C'est très bonne. J'ai toujours pensé à ça parce que je me dis, si j'avais un prof comme moi maintenant, avec le recul, voilà.
Moi, je crois qu'il y a trois choses qu'il faut toujours garder, et c'est à la fois en médecine, mais aussi universel. Euh, c'est développer l'empathie. Ça, quel que soit le métier, l'empathie, c'est le meilleur moyen pour accéder à l'âme et un des meilleurs moyens pour pouvoir comprendre ce que l'autre veut. Et l'empathie permet aussi de compréhension, donc développer l'empathie. Deuxième chose, c'est continuer toujours à être curieux, la curiosité. La curiosité va nous propulser, va nous demander un effort de compréhension. Comprendre l'âme, on revient là-dessus, l'autre, c'est la curiosité, c'est de comprendre pourquoi. Poser toujours la même question. C'est ce que je disais toujours, j'ai toujours rêvé aussi, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est être une espèce de détective. Vous voyez, j'adore ça. Et la médecine, c'est aussi la détective de l'âme humaine. C'est incroyable. Moi, je me pose toujours la question, déjà, qu'est-ce que c'est quand je vois un problème et de façon un peu curieuse, mais à qui profite le crime? Parce que quand on décrit qu'est-ce que c'est, on arrive à expliquer ce que c'est. Mais à qui profite le crime va nous pousser à aller chercher réellement la cause. Vous voyez? La cause qui est vraiment derrière cette pathologie. Et ça m'intéresse énormément, ça. Voilà, c'est le côté curieux. La troisième chose, parce qu'il n'y a que trois, c'est la créativité. C'est vraiment ça. La créativité, ça nous permet d'ouvrir des espaces de liberté, de compréhension, de vision. La créativité va nous permettre de donner des couleurs différentes, un regard différent, et à partir de là, en fait, vous voyez, les yeux nous mentent. Les yeux nous mentent. D'accord? On voit un truc, quelqu'un d'autre voit la même chose et décrit pas la même chose. Le cerveau va interpréter différemment. Les yeux nous mentent. Donc le fait que la vie a du sens, c'est aussi des colorations. Moi, parfois, je vois une scène, je vois plein de couleurs que les autres ne voient pas. Et puis d'autres voient d'autres couleurs que je ne vois pas. Vous voyez, ça aussi, la créativité. C'est d'ouvrir. Moi, je suis épris de liberté. Et la créativité va me demander toujours constamment aller chercher la liberté. Parce que sans la liberté, il n'y a pas de créativité. Et vice-versa. Et la créativité, elle a besoin de liberté pour pouvoir vraiment... Parce que nous, vous savez, la vie fait que parfois on a des filtres, on met des filtres, et petit à petit on réduit nos créativités. Mais la créativité, la vraie, elle a besoin énormément de liberté. Donc voilà, si j'ai un conseil à donner aux jeunes, c'est ça. C'est ces trois points-là, l'empathie, la curiosité et la créativité. Si on arrive à manager tout ça, sa vie, oui, on en est fier. Oui, on sera se sent content bien déjà. on se sent bien. On est bien déjà. Sur ces magnifiques sur cette belle fin, et je pense qu'on va clôturer cet épisode. Merci beaucoup, professeur Tran, pour Merci toutes ces beaucoup à vous. réponses. Merci vraiment, c'était super intéressant, avoir plein de points de vue, même si c'est intéressant d'avoir des avis des aînés, de nos aînés, donc c'est super. Des vieux. Non, de nos aînés. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, proposer d'autres personnes si vous le voulez. Si vous avez des questions à poser aussi à professeur Tran, écrivez-les en commentaire, on verra ce qu'on en fera. Mais du coup voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça vous a plu et puis on se retrouve pour la prochaine. Ouais, à bientôt. Salut.